Axel, tu es CEO d'Odyssée, donc une start-up de conseil en levée de fonds, fusion, acquisition et stratégie, donc pour les startups tech et Web3, dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans cet univers, s'il te plaît? Avec plaisir. Bonjour Pierre. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui sur BlockX. De mon côté, j'ai une vingtaine d'années d'expérience. Je travaillais principalement au sein de la direction des fusions-acquisitions et de la stratégie dans des groupes de services technologiques. J'ai ensuite choisi de quitter cet univers pour créer Odyssée, que tu as magnifiquement résumé en une phrase, et qui est aujourd'hui au service des startups tech et Web3, au travers de ces prestations de conseil, dans lesquelles on essaye d'innover très modestement. C'est un secteur dans lequel on espère bouger les lignes petit à petit. Et à titre personnel, je suis intéressé par le Bitcoin depuis 2014, la blockchain depuis en réalité 2016-2017 avec mes premiers investissements en Ethereum. Et au niveau d'Odyssée, notre premier client Web3 a été signé mi-2021, donc ça fait maintenant 18 mois, et avec une accélération depuis assez phénoménale de notre croissance et de notre intérêt dans cet univers qui représente déjà 40% de notre chiffre d'affaires et de notre portefeuille de clients. Ouais, c'est énorme. D'ailleurs, justement, vous qui étiez, vraiment ouvert sur toutes les startups tech, de voir vraiment au sein de vos activités ce développement, cet engouement, qui arrive sur ce domaine-là et du coup, évidemment, ce qui vous oblige à retravailler vos offres, votre axe de direction pour savoir comment vous allez vous mener ça, parce que ça fait partie des terrains de jeu qui sont aussi un petit peu, exotiques. Alors, du coup, en termes d'activité, est-ce que tu peux recontextualiser? Je l'ai fait de manière très succincte, mais est-ce que tu peux recontextualiser ce que c'est qu'Odyssée et puis, du coup, qu'est-ce que vous proposez, s'il te plaît? Bien sûr, Odyssey, c'est avant tout un partenaire stratégique pour les startups. Et on intervient au travers de trois types de missions. Du conseil en stratégie, avec l'idée de pouvoir accompagner à 360 degrés des entrepreneurs, les aider dans leur réflexion, notamment sur les modèles économiques, modèles de croissance et sur leur différenciation stratégique, notamment dans des environnements qui peuvent être très concurrentiels. Ensuite, intervenir dans de l'accompagnement à la levée de fonds, dans l'économie traditionnelle de pré-seed jusqu'à série B actuellement, avec une volonté de monter dans les tours de financement, et dans le Web3, de la levée de fonds un peu traditionnelle, on accompagne des acteurs blockchain qui souhaitent réaliser des augmentations de capital, faire entrer des nouveaux fonds dans leur actionnariat. On est capable aussi de les aider à obtenir des financements bancaires en France ou à l'étranger. En revanche, une des frontières de notre métier, c'est le fait qu'on a fait le choix de ne pas intervenir dans la recherche de subventions et d'aides, tout simplement parce qu'on n'a pas la compétence en interne et euh, qu'on on n'y voit pas d'intérêt particulier pour le moment. Euh, Troisième métier, le conseil en fusion-acquisition, où très concrètement, on va aider des entreprises, parfois assez jeunes, c'est le cas de startups early stage aujourd'hui, dans leur réflexion et dans l'exécution de leurs projets, soit d'acquisition de sociétés, soit tout simplement de cession. Et on a observé depuis 6 mois une tendance qui est nouvelle, l'émergence de ce qu'on appelle des dual track chez des startups qui sont très jeunes. Donc concrètement, ça veut dire que des entrepreneurs peuvent se poser la question soit de lever des fonds, soit de céder tout ou partie de leur entreprise. Ça dépend des secteurs, ça dépend de la facilité à lever des fonds notamment. Et dans ce cadre-là, on est mandaté comme conseil pour pouvoir explorer le plus loin possible ces deux options avant, bien sûr, d'en choisir une. OK, super, c'est très clair. Donc, stratégie, levée de fonds, fusion-acquisition, on va un peu balayer ces 3 choses-là. Sur la stratégie aujourd'hui, vos clients, concrètement, est-ce qu'ils arrivent déjà avec des projets aboutis? Est-ce que c'est du Web3 natif? Est-ce que c'est du Web2 et ou de l'industrie qui va implémenter des solutions blockchain? Comment ça se positionne? Alors, actuellement, on a un équilibre entre les deux cas de figure, à savoir des clients qui sont nativement Web3, avec des projets qui ne sont pas encore nécessairement à un niveau de maturité internationale leur permettant de lever des fonds de manière substantielle, par exemple. Et donc, on va les aider dans la réflexion sur un certain nombre de sujets. Et on est d'ailleurs en train d'étoffer nos compétences sur le volet tokenomics progressivement. Et on a aussi une moitié de notre portefeuille client Web3 qui est issu de l'économie traditionnelle et qui a fait le choix d'une transformation ou d'un pivot pour devenir on-chain, ce qui requiert bien sûr des compétences technologiques spécifiques, mais aussi une réflexion stratégique assez forte
à la fois dans le changement de modèle économique, le changement de cible, le changement de stratégie marketing et c'est sur ces sujets-là qu'on essaie d'apporter le maximum de valeur ajoutée. Ouais, c'est un en l'occurrence pour elle, c'est un nouveau terrain de jeu, qui est parfois un peu opaque, quand ils connaissent pas. Du coup, ils ont besoin aussi d'être pris par la main, enfin d'être formés, d'être acculturés, pour faire cette transition-là qui est généralement très bénéfique pour elles et pour leurs clients, in fine. Justement en termes de taille d'entreprise, parce que alors du coup, toi, c'est vrai que tu as un sacré bagage, et que tu arrives avec ton expérience qui t'apporte de la légitimité par rapport à des boîtes qui vont être un petit peu plus grandes, notamment Web2 et industrie, pour faire ce passage-là, déjà qui sont un petit peu réticentes, qui sont à la fois curieuses, mais qui sont frileuses et qui ont besoin d'être rassurées. Toi, tu peux arriver avec cette expérience-là, et cette crédibilité-là à voilà, à gérer ça. Est-ce que justement dans celles qui vont venir te voir, ça va être plutôt des petites boîtes, des moyennes ou plus importants en termes d'intérêt, vis-à-vis de ces nouvelles technologies-là? Alors, on a fait le choix chez Odyssée de se positionner, précisément sur les petites, entreprises, les jeunes startups, notamment parce que, c'est là, à ce moment précis, dans la création, dans les premières étapes du développement du projet, que les entrepreneurs ont le plus besoin d'accompagnement, que ça soit sur la stratégie, que ça soit sur la recherche de financement. Et en réalité, on observe qu'il y a un certain trou dans la raquette aujourd'hui, notamment en France, mais c'est le cas aussi dans d'autres pays, puisque on a une très bonne capacité, générale à accompagner les startups dans leur trajectoire de croissance et de développement à partir du moment où elles ont franchi les premières étapes, puisqu'elles peuvent accéder à des prestations de conseil en stratégie, à des levées de fonds, de manière structurée. On a un certain nombre de confrères qui font ça. Mais sur les premières étapes, pour le coup, il y a un certain déficit et nous, on est très attachés à être présents sur ce segment parce que, finalement, c'est notre manière de participer, à l'innovation et au développement de projets qui sont prometteurs. Donc c'est pas nécessairement le plus simple, hein. On a fait le choix de la complexité, mais on est effectivement sollicité plutôt par des petites entreprises. Après, on n'exclut pas, bien sûr, de travailler avec des startups qui sont plus établies, plus grandes, et pourquoi pas à terme avec des scale-up du Web3, et j'espère qu'on en aura beaucoup en France prochainement. Yes. On va arriver sur levée de fonds. Alors là, j'ai reçu personne qui travaille, qui fait de l'accompagnement dans ce milieu-là, donc on va un peu poser les bases. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu déjà, voilà, ce que c'est qu'une levée de fonds, pourquoi on le fait et quels sont les enjeux majeurs, s'il te plaît? Oui, bien sûr, une levée de fonds, ça consiste, tout simplement à rechercher et si possible à obtenir des financements, extérieurs, auprès de différentes catégories, de partenaires financiers. On peut, par exemple, avoir, des investisseurs traditionnels comme des fonds de venture capital ou des business angels qui vont devenir actionnaires de la société au travers d'une augmentation de capital. On peut également avoir, recours à des financements bancaires, comme des emprunts, assez traditionnels et enfin, dans l'économie traditionnelle, on va aussi retrouver, des financements, non dilutifs encore différents comme des subventions, des aides et c'est vrai que la France est un formidable pays pour ça, notamment grâce à BPI France et à la French Tech, puisque, on a beaucoup de startups qui vont être éligibles à ce type de financement-là. Donc notre mission chez Odyssée, c'est d'être un peu l'architecte de ces levées de fonds en intégrant les différentes, composantes et de mettre en place les meilleures stratégies financières pour que les startups puissent, non seulement réussir leur levée de fonds, ce qui est pas simple dans le contexte actuel, hein, tu me corriges si je me trompe, et en plus le faire à des conditions qui soient acceptables dans leur équilibre financier, dans leur structure de bilan. Et ensuite, il y a le volet Web3, hein, qui est un petit peu différent, où on sait qu'il y a beaucoup de projets qui arrivent à se financer différemment, euh, soit par des ICO, des STO, soit par des drops de NFT ou d'autres solutions qui permettent à un moment donné de générer du cash tout simplement pour la structure et de poursuivre les développements. Alors, on ne va pas considérer sur le plan technique qu'un drop de NFT correspond techniquement, théoriquement à une levée de fonds, mais on sait que ça peut être malgré tout un moyen donc, de générer du cash. Et pourquoi faire une levée de fonds? Principalement pour développer la société, financer ses développements futurs. Euh, Dans les trois grandes catégories d'investissement qu'on va trouver, une fois que les fonds ont été levés, sont la partie technologique. On sait que développer des projets blockchain, pardon, ça demande quand même des investissements importants, ça a un coût, parce qu'il y a des ressources, parce qu'il y a des prestataires externes à rémunérer.
Ça, c'est un axe qui est fort. Il peut y avoir de la R&D aussi sur des sujets un peu plus technologiques. On a bien sûr des investissements, on va dire commerciaux, marketing, qui sont très importants pour faire connaître le projet, gagner en visibilité et acquérir des nouveaux clients. C'est un axe qui est essentiel. Et puis ensuite, il peut y avoir d'autres sujets liés aux opérations, ou, j'allais dire à la mise en place de fonctions support, pour reprendre un terme de l'économie traditionnelle, mais concrètement, il faut bien rémunérer les premières personnes qui ont rejoint l'équipe aussi, et qui ont un rôle très structurant pour le projet. Donc, c'est les trois axes principaux qu'on retrouve généralement pour les premières levées de fonds, en tout cas. Yes. Heu, Au moment où les gens viennent vous voir pour pouvoir lever des fonds, est-ce que c'est vraiment un peu les startups, étaient embryonnaires, on a un MVP, et on se dit: «Il faut démarrer», on lance le truc? Ou est-ce qu'il y a aussi, quand même des entreprises qui ont commencé déjà à générer de l'argent et se disent: «Là, on veut scaler, on veut aller plus loin, il faut lever des fonds». En termes de voilà, d'équilibre entre les 2, comment ça se place? Oui, alors effectivement, on a des clients qui sont à ces différentes étapes-là, de notre côté, et c'est vrai qu'on a une préférence, pour, heu, pour les projets innovants, en fait, quel que soit leur stade de développement. Concrètement, on intervient de ce qu'on appelle une levée pré-seed, à partir de 1 million d'euros de financement recherché, jusqu'à une série B. Notre plus gros client cherche à lever actuellement plusieurs dizaines de millions d'euros, par exemple, dans le Web3, justement. Heu et avec des degrés de maturité divers, des stades de levée qui sont différents, pré-seed, seed, série A, série B, et des montants recherchés qui sont différents aussi. Ouais. Donc j'imagine là, vous, c'est vraiment du conseil. Vous avez un réseau d'investisseurs, de BA, de VC et cetera avec qui tu travailles. Je vais en profiter du fait que tu travailles aussi avec des startups tech et Web3 pour essayer de faire un peu une comparaison entre les 2. Est-ce que tu sens que, voilà, VC, BA, Invest classiques commencent aussi à s'intéresser, un petit peu à ce nouveau monde pour pouvoir mettre de l'argent dans ces projets-là? Ils sont encore frileux? Comment tu sens le truc? Très intéressant comme question, et effectivement, on a observé au cours des derniers mois un grand nombre de fonds venture capital traditionnels qui étaient en train de se doter de bras armés, de nouveaux véhicules pour investir dans le Web3. Donc, euh, Ils ont des structures qui sont en place aujourd'hui. Il y a de l'argent dans ces structures-là qui est prêt à être investi, mais on est encore dans l'hiver crypto, et c'est vrai que certains n'ont pas encore complètement franchi le premier pas. Et donc on est à un moment un peu charnière, je pense, dans l'histoire du Web3, puisque on n'attend plus que le déclic, et même mieux que ça, on va essayer de le provoquer avec un certain nombre de services destinés à rassurer, à sécuriser les investisseurs, euh, pour que finalement cet argent afflue vers des projets qui sont sérieux, crédibles, qui gagnent en maturité. Moi, j'en profite pour saluer la communauté de builders, parce qu'on voit des projets qui sont vraiment extraordinaires et très enthousiasmants en France et en Europe. Je suis persuadé que ça va finir par séduire et convaincre totalement des investisseurs traditionnels, en effet. Et de l'autre côté, on a des fonds Web3 qui sont nativement issus du Web3, qui sont capables d'investir soit en crypto, en token, soit directement en fiat, avec des augmentations de capital traditionnelles, et qui, eux, jouent pleinement leur rôle pour contribuer au développement de l'écosystème. Ouais. Ouais, justement, oui, la communauté des builders, ça chôme pas, hein, ça travaille, bien dur, on le voit au quotidien, donc ça fait plaisir. Et de ton point de vue, est-ce que c'est plus facile aujourd'hui du fait de l'innovation, de la valeur ajoutée que vient apporter, la plupart des projets, pas tous, mais on va dire la plupart. Tu sens que c'est plus facile de lever de l'argent pour une startup Web3 qu'une Web2? Alors, par facilité, j'entends pas les nouvelles manières de lever de l'argent, ça on pourra éventuellement parler après, mais, étant donné qu'on a une vraie valeur ajoutée sur la plupart des projets, grâce à l'implémentation de solutions blockchain, est-ce qu'aujourd'hui c'est plus facile ou pas? Alors, pour l'instant, non, clairement, hein, mais on espère que les lignes vont bouger, que les choses vont changer. On y travaille aussi. C'est pas facile parce qu'il y a une forme d'appréhension de la part des investisseurs qui voient le Web3 avec beaucoup de fascination, mais sans en comprendre tous les mécanismes et tous les fondamentaux. Donc, ils ont besoin d'aide pour ça. Il va falloir faire preuve de pédagogie pendant un certain temps encore pour les acculturer plus encore
à cet univers. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, il y a aussi un effort à faire du côté des entrepreneurs du Web3, parce que pour lever des fonds, il faut à un moment donné être capable de mieux respecter les codes qui sont attendus par les investisseurs, répondre à leurs attentes, anticiper les questions. Et donc, ça veut dire gagner en maturité dans les modèles économiques qui sont proposés pour les rassurer sur ce plan-là. Amener, si possible, de plus en plus de récurrence de chiffre d'affaires. Alors, on sait que c'est très compliqué et que ça ne correspond pas à tous les modèles de drop de NFT, par exemple. Et ensuite, effectivement, déjà générer du chiffre d'affaires, avoir des indicateurs de traction, de croissance qui soient convaincants, intéressants. Et ça peut passer tout simplement par la démonstration qu'on a une communauté d'utilisateurs qui se crée, que ce soit sur Discord, que ce soit tout simplement à l'intérieur du projet, pour espérer qu'une levée de fonds traditionnelle puisse fonctionner, effectivement. Ouais. Bah, justement du fait du côté, innovation, enfin le Web3 c'est vraiment un terreau fertile pour les entrepreneurs, donc il y en a beaucoup, donc beaucoup de projets arrivent, la techno avance vite et donc l'arrivée de l'argent est un catalyseur pour pouvoir, faire que ces projets-là aboutissent et s'exécutent. Mais du coup, beaucoup d'entrepreneurs arrivent forcément pas forcément avec autant de recul qu'on pourrait avoir dans le Web2. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois comme erreur principale, on va dire si tu drases un petit peu un tableau des erreurs, récurrentes, des problèmes, de manque de connaissances, de ces projets-là qui arrivent, et qui en voulant lever des fonds et qui finalement, bah, il y a un décalage entre ce qu'il faudrait que ça soit fait et ce qui est fait. Oui, effectivement, je pense il y a un sujet qui est récurrent, qui nous revient souvent aux oreilles, c'est le fait d'être, justement beaucoup trop Web3, c'est-à-dire, avoir un jargon qui va être centré sur la partie technologique, et qui va moins mettre en avant, la proposition de valeur, son unicité, hem, le modèle économique, et qui peuvent passer un peu au second plan. Et ce qui risque de déstabiliser des investisseurs en réalité. Et donc une des recommandations qu'on peut formuler, c'est, au contraire de considérer, le Web3, la blockchain comme, des technologies qui permettent, d'amener de la valeur ajoutée à des clients ou à des utilisateurs finaux et du coup centrer le discours, centrer les présentations sur ces aspects-là. Ouais. Je vais profiter aussi de cette, voilà, la période 2022-23 et potentiellement 24, enfin, on ne sait pas quand l'hiver va s'arrêter, mais où les investisseurs sont beaucoup plus frileux. Comment tu sens, toi qui vis ça un peu au quotidien, est-ce qu'ils ont vraiment coupé les robinets? Est-ce que ça se passe au compte-gouttes? Est-ce qu'il y en a quand même qui sont encore assez actifs? Comment tu sens les choses? Alors j'ai pas de boule de cristal, concernant la date du démarrage du prochain bull run, mais comme beaucoup, j'espère que ça interviendra le plus vite possible parce que les fondamentaux sont là, hein. Moi, la première chose que j'observe, c'est qu'on est probablement dans la dernière phase de cette vague, d'écrémage des projets qui ont un peu nui à l'ensemble de l'écosystème, qui pouvait être avec des fondations un peu trop fragiles ou l'affaire FTX sur laquelle je ne vais pas revenir. Et à l'inverse, on voit beaucoup de projets très sérieux, crédibles, avec des équipes de qualité qui sont en train de construire, d'émerger. Et on a vraiment envie que ces projets-là puissent percer, être financés. Donc, euh, ça va se faire. Sous quel délai, c'est encore difficile à dire. Concernant le marché des investisseurs, plutôt de l'appréhension que de la peur ou de la frilosité, et une grande sélectivité dans le choix des projets. Donc ça veut dire que, certainement un volume important d'entrepreneurs du Web3 qui cherchent à lever des fonds actuellement et dans le lot, il y en a peu en réalité, qui arrivent à être financés. On a la chance pour certains d'entre eux de recevoir des offres, donc de la part de fonds VC, français ou étrangers. Donc ça veut dire que ça continue, les robinets ne sont pas complètement coupés, mais on est entre le compte-gouttes et un débit limité, hein. Donc les vannes vont s'ouvrir une fois que la confiance sera complètement restaurée, et ça passe par la mise sur le marché d'un certain nombre de services et par la professionnalisation croissante, la maturité qui progresse des différents acteurs qui participent à ce mouvement-là. Ouais, par rapport aux services que vous proposez, alors
tu qualifiais d'architecte, en fait, où vous allez pouvoir un peu lier, proposer, accompagner sur les différentes composantes, notamment, enfin, par exemple, les financements publics de la BPI, ou de la French Tech, que vous ne faites pas, mais que vous avez des partenaires pour accompagner là-dessus. Vous, vous êtes allé très axé sur levée de fonds, type en equity ou un petit peu plus, classique. Aujourd'hui, je voulais le souligner, on peut quand même venir vous voir aussi, pour pouvoir être accompagné, parce que vous, vous avez un réseau de partenaires important, sur des nouvelles méthodes pour lever des fonds un peu plus du coup propices au Web3, enfin Web3 natif en fait en termes de levée de fonds. Donc on a parlé des ICO, des STO, il y a les INO aussi qui arrivent, enfin, il y a pas mal de choses qui arrivent. Comment tu vois les choses? Est-ce que vous, à terme, vous avez vocation à vouloir intégrer ces nouvelles types cette nouvelle manière de lever des fonds qui pourtant est super pertinent, en l'occurrence, parce qu'on peut venir matcher selon les spécificités des projets. Comment tu vois les choses par rapport à ça? D'abord, je le vois comme un sujet qui est éminemment passionnant pour nous. Nous, on est toujours à l'affût de l'innovation et il se trouve que là, on parle d'innovation qui touche directement nos métiers. Donc, c'est assez fou de voir la rapidité de l'évolution sur les montages, l'ingénierie financière qui existe en termes de levée de fonds grâce au Web3, qui amène beaucoup de nouvelles possibilités. Et donc, effectivement, je pense que les levées de fonds un peu hybrides, avec une partie traditionnelle, augmentation de capital, et ensuite un autre volet qui peut passer par une ICO, vont progressivement se développer, pourquoi pas se généraliser. Et donc ça crée quand même un degré de complexité supplémentaire, parce qu'il faut naviguer entre les deux niveaux. Évidemment, détenir un token ou détenir une action, on sait que c'est pas synonyme et ça donne pas ni les mêmes droits ni les mêmes devoirs. Donc il faut s'assurer qu'il y a un équilibre cohérent entre les deux volets. Et concernant Odyssée plus directement, effectivement, on est en train de renforcer notre équipe. On a un certain nombre de recrutements qui sont programmés pour cette année. D'abord sur le volet tokenomics, où on veut être présent pour pouvoir amener une lecture beaucoup plus fine sur ce type de sujet dans le contexte de levée de fonds, justement, et effectivement, à terme, être capable nous-mêmes, pourquoi pas, de piloter des projets d'ICO, INO et autres, en complément de ce qu'on fait déjà du côté traditionnel. Ouais, yes. Ce qui est super excitant, c'est aujourd'hui, toutes ces méthodes-là sont mises en place par des projets, on va dire plutôt Web3 natifs, mais que demain, alors je vais pas dire une boulangerie, mais on va dire une petite start-up du web 2 qui peut pas faire une rentrée en bourse ou où c'est compliqué, c'est chronophage, il y a de l'administratif, ça demande beaucoup de frais, de lever les fonds pour qu'ils puissent démarrer. Grâce à ces nouveaux systèmes sur la blockchain, ça va être beaucoup plus facile et ça ne sera pas réservé, qu'aux boîtes web 3 comme on le voit, aujourd'hui, mais ça va pouvoir s'étendre un petit peu à tout, donc ça va drastiquement changer la manière dont les startups vont pouvoir se lancer aussi ailleurs, quoi. Oui, c'est possible en effet. Et donc je ne serais pas surpris qu'on voit ce type de schéma attirer de plus en plus d'entreprises à l'avenir. Pour l'instant, on est qu'au début de l'aventure, donc je préfère rester encore un peu prudent dans le contexte actuel, mais il y a une belle page d'histoire à écrire, effectivement, grâce à ce type d'innovation-là qui peut amener beaucoup de solutions nouvelles. Et on va aller vers la personnalisation de toute façon des schémas de levée de fonds, d'ingénierie financière, avec vraiment du sur-mesure. Alors, c'est déjà ce qu'on fait chez Odyssée à notre petite échelle, mais toutes les nouvelles possibilités offertes par le Web3 vont ramener encore plus de personnalisation dans les montages qui vont être choisis par les entrepreneurs. Yes. On va arriver sur la dernière partie, M&A, fusion-acquisition, dans un voilà, dans un contexte un petit peu économique, financier qui est aussi assez compliqué. Il y a beaucoup de projets, qui ont voulu émerger ou qui ont émergé, qui finalement se retrouvent à court d'argent, donc surtout, hein, qui ont l'équipe, qui ont l'envie, mais qui se retrouvent à court d'argent. Qu'est-ce que c'est que le M&A, et quels sont les enjeux? Pourquoi passer par ça? Et est-ce qu'il y a vraiment des choses intéressantes qu'on peut en tirer? Oui, le M&A, c'est tout simplement les fusions-acquisitions. Donc, ça concerne des opérations de cession et d'acquisition d'entreprises. Alors, ça peut être, par exemple, une cession soit totale, soit partielle, soit majoritaire, soit minoritaire. Et c'est vrai qu'on a noté, de notre côté, une tendance assez forte depuis quelques mois avec des startups qui peuvent être assez jeunes dans leur développement et qui vont déjà envisager une cession, euh, souvent minoritaire, auprès de groupes ou auprès d'entreprises partenaires, parfois même auprès d'une startup plus importante, tout simplement parce que c'est une manière de capitaliser sur ce qui a été fait par l'entrepreneur, hein, c'est un scénario qui est préférable à celui d'une faillite, hein, par exemple.
C'est aussi une possibilité, d'obtenir des nouveaux financements sans avoir à passer par la case de levée de fonds qui est très normée. Et puis accessoirement, c'est la possibilité de mettre en place des synergies avec le repreneur, avec, le futur partenaire, qui peuvent être, des synergies sur le chiffre d'affaires, sur les coûts, sur les investissements, des synergies commerciales qui peuvent être fortes entre des acteurs industriels, du même métier ou de métiers adjacents. Et donc c'est vrai que c'est assez nouveau sur le marché de voir des startups, jeunes étudier cette voie-là, soit de manière isolée, soit en parallèle d'une réflexion sur une levée de fonds, ce qu'on appelle, ensuite un dual track. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est intéressant. Dans l'univers du Web3, étant donné qu'on a actuellement des valorisations qui sont, revenues à quelque chose d'un peu plus, raisonnable, je ne serais pas surpris qu'on soit confronté à une vague de consolidation sur le marché dans le courant de l'année et qu'on assiste à des premières opérations M&A, donc des rapprochements entre acteurs, des acquisitions de startups du Web3, pour créer des champions de demain, en fait, avec des groupes un peu plus importants qui vont étoffer leur portefeuille de compétences, de solutions technologiques, augmenter leur visibilité grâce à ce type d'acquisition. OK, super. On va arriver sur la fin de l'interview, Axel. Je vais les petites dernières questions, je vais t'emmener un petit peu plus sur, voilà, 2023, 2024, un peu plus, sans boule de cristal, hein, mais simplement, est-ce que toi, il y a des choses que tu regardes de près, que ce soit en termes de techno? Est-ce que tu es très, tu regardes de très près comment va se passer, l'adoption, les enjeux, comment ça va se passer, comment voilà, pour toi, les enjeux majeurs, comment tu vois les choses? Oui, j'ai identifié quelques sujets. Le premier, ça va être, celui de la maturité dans la proposition de valeur des startups du Web3, notamment sur les segments, B2B. Une fois que les entreprises ont fait leur première démarche, de créer un projet on-chain, qu'est-ce qui se passe ensuite? Quelle est la proposition de valeur qu'on amène? Quelle est, l'histoire qu'on raconte? Et je sais qu'il y a beaucoup de réflexions en cours sur le marché actuellement, sur ce thème-là. Ensuite, l'adoption, c'est un vrai sujet. Donner la simplicité pour des utilisateurs. Ensuite, rentrer dans un métavers ou tout simplement avoir un wallet crypto, c'est un véritable défi pour cette année et je sais qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont en cours. Plus l'adoption va se développer et plus l'écosystème du Web3 va pouvoir grandir de manière saine et lever des fonds. Donc, on peut parler du cas des métavers, mais c'est pas nécessairement 100% Web3, on le sait. Mais voilà, il y a un vrai sujet d'adoption qui est prévu à plus long terme, à partir de 2025, selon la plupart des études qu'on a pu consulter de notre côté. Pour l'instant, ça reste un peu fébrile. Et ensuite, moi, je vois surtout cet angle de professionnalisation des services d'accompagnement autour des acteurs du Web3 pour qu'ils puissent encore gagner en légitimité, pour qu'ils puissent faire augmenter le niveau de confiance générale dans l'écosystème Web3 auprès des entreprises traditionnelles, auprès des acteurs publics et auprès des investisseurs aussi, de manière à finalement devenir un mouvement très important dans l'économie du pays. Yes, de toute façon, plus l'adoption va arriver, plus il va y avoir de dev, plus il va y avoir de fonds, plus il va y avoir de personnes qui vont travailler dedans, meilleures seront les infrastructures, meilleurs seront les services, donc c'est qu'une question de super, bah, je te remercie pour ton temps et ton partage, Axel. Gros programme pour 2023, bon courage. Merci beaucoup, Pierre, c'est moi qui te remercie de m'avoir reçu.